tu reviens, hein, parce que vraiment pour lancer le truc, c'est super. J'ai jamais eu un tel lancement. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Isabelle Collet. D'ordinaire, je parle plutôt dans des universités et pas tout à fait à votre public. Donc, pour me sentir chez moi, je vais vous proposer un petit test de connaissance. Puis comme ça, on verra, enfin, les gens qui n'ont pas le niveau sortiront, on gagnera du temps pour tout le monde. Voilà. Alors, c'est assez compliqué. Voilà. Parce qu'en fait, si je fais ce petit test de compétence, c'est parce que parfois, on me dit, moi, homme ou femme, je ne fais pas de différence, je ne vois pas c'est quoi votre sujet, je ne vois pas pourquoi ça me concerne de toute façon, parce que moi, je ne fais pas de différence. Ok, alors on va voir si vous êtes capable ou pas de faire des différences. Je vous ai mis une petite photo mnémotechnique. Regardez la personne qui est assise à côté de vous, derrière vous. Essayez de deviner, il y a un masque en plus, c'est compliqué, essayez de deviner si c'est un homme ou une femme. Est-ce que vous en sortez? On n'a pas beaucoup de temps, donc faites vite. Non. Je suppose que vous en êtes sortis, au moins pour la plupart d'entre vous. Comment vous avez fait? J'attends vos propositions. Comment vous y êtes pris? Comment vous savez si la personne à côté de vous est un homme ou une femme? J'attends vos propositions. Ah, elle est enceinte. Merci. Alors là, on ne peut pas, malheureusement, on ne peut pas compter sur toutes les femmes pour être enceintes, pour pouvoir faire. Alors, d'autres critères. Alors, cheveux, il y en a, je veux dire, s'il n'y a pas de cheveux, c'est vrai, s'il n'y a pas de cheveux, il y a des chances que ce soit un homme. Mais quand vous disiez cheveux, vous aviez peut-être autre chose en tête. Longueur de cheveux. Effectivement, non, il a raison. Statistiquement parlant, si vous avez des cheveux longs, il y a plus de chances que vous soyez une femme qu'un homme. Alors, ça ne marche pas à tous les coups, hein, mais statistiquement parlant, surtout, vous verriez avec mes étudiants et mes étudiantes, ça marche très, très bien. La barbe aussi, c'est super pratique. Là, pour le coup, alors avec les masques, c'est plus dur, hein, mais pour le coup, c'est vrai que ça marche. Une barbe, c'est un homme. Pas de barbe, bon, on n'est pas sûr. Et puis surtout qu'il y a des hommes qui sont imberbes. Mais en gros, c'est un assez bon indicateur. D'autres infos? Pardon? On passera sous silence. Pardon? La tenue, c'est-à-dire habillé, pas habillé? Non, c'était pas ça. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que ce soit un pantalon, une chemise, une veste. Là, vous voyez, j'ai pas une robe, mais les vêtements que je porte, leur coupe, on les considère comme une coupe pour les femmes. Dans le moindre t-shirt, dans le moindre vêtement, il y a des coupes différentes. Et effectivement, si vous regardez la tenue de quelqu'un, vous avez une info sur le sexe de cette personne. D'autres infos? Alors, le maquillage. Bien sûr, rien n'empêche les hommes de se maquiller. Juste dans ici à Grenoble, c'est moins courant, on va dire. La voix des hommes a tendance à être plus basse que la voix des femmes. Alors, ce qui se passe, c'est qu'à l'adolescence, le larynx de tout le monde descend, mais chez les hommes, il descend plus bas que chez les femmes. C'est pour ça qu'il y a des ados qui se retrouvent à un moment sans voix, le temps que le larynx est fini de migrer. C'est aussi pour ça que seuls les hommes ont des pommes d'Adam, pas tous les hommes, mais seulement les hommes. Donc la voix est un indicateur, même s'il y a des hommes qui ont des voix hautes et des femmes qui ont des voix basses. Vous vouliez dire par là les formes, c'est-à-dire voilà. Alors, les formes physiques, effectivement, par exemple, s'il y a de la poitrine, il y a gros à parier que ce soit une femme. Certaines femmes n'ont pas de poitrine, mais il y a des chances. L'hiver, c'est plus compliqué parce que ça se voit moins avec les gros pulls. Alors, je doute que vous voyez les formes psychologiques en regardant les voisins autour de vous, par contre. Ouais. Oula! Ok, là, on a un certain niveau d'expertise. Voilà. Alors, effectivement, il y a un truc qui nous permet de savoir sûr de sûr, c'est si on n'était pas habillé. Là, on aurait des infos assez précises. Mais d'ordinaire, c'est plutôt comme ça qu'on se voit. Voilà. C'est-à-dire que quand on regarde les personnes autour de nous, en fait, les infos qu'on prend, c'est un mélange de signaux sociaux et de signaux physiques. Et là, je n'ai pas le temps de vous faire le test, mais en fait, on s'aperçoit que les signaux sociaux sont très, très forts, c'est-à-dire avec des vêtements
dit de femmes, du maquillage, des bijoux, et des bijoux d'hommes, hein, évidemment, mais voilà. Ça envoie des signaux tellement forts que, en général, ça permet d'inverser ou de se tromper. Mais vous allez me dire à quoi ça sert. Quand vous entrez dans un magasin, je ne sais pas, vous allez acheter un pack d'eau à Monoprix. La personne, j'ai trouvé des exemples neutres, hein, excusez-moi, la personne qui encaisse et qui va vous facturer, si vous n'arrivez pas à savoir si c'est un homme ou une femme, ça va vous perturber pendant tout le temps de l'interaction. Et en soi, que ça peut faire. Enfin, sauf si vous avez des visées matrimoniales ou reproductives avec cette personne, ce qui arrive quand même pas tout le temps, j'imagine, ça n'a strictement aucune importance. Néanmoins, ça va vous perturber pendant tout le temps de l'interaction. Et pourquoi ça va vous perturber? C'est quand une fois que vous aurez fini, vous repartirez avec votre pack d'eau et vous direz, c'est un homme ou une femme? Et on s'en fout, l'eau, elle a coûté le même prix. Enfin, tout ça, voilà. C'est parce qu'en fait, c'est un critère absolument saillant pour nous et involontairement saillant. C'est-à-dire, on a l'habitude de reconnaître du premier coup d'œil, ouais, ben, c'était un faux test de compétences, évidemment, vous avez tous sorti. C'est-à-dire, on est devenus des experts et des expertes pour reconnaître le sexe des personnes. Tellement des experts et des expertes qu'on ne fait même plus attention qu'on mobilise cette compétence. Mais involontairement, si on a besoin de la mobiliser, c'est parce qu'on pense que, sachant si c'est un homme ou si c'est une femme, eh ben, on va savoir des choses sur cette personne. On va avoir des idées sur comment entrer en relation avec elle. Et il y a de bonnes chances qu'on se trompe, hein, parce que tous les hommes ne sont pas identiques et toutes les femmes ne sont pas identiques. Et j'ai plus de similitudes avec certains hommes et moins de similitudes avec certaines femmes. C'est-à-dire que le fait que je partage avec les femmes, le fait par exemple d'avoir un utérus, ne me semble pas être finalement un seul gage de proximité intellectuelle, hein, par exemple. Mais pourtant, on va convoquer ces éléments-là et on va se faire une idée de qui est cette personne parce qu'on connaît son sexe. Mais ça, c'est complètement inconscient, évidemment. On ne s'en rend pas compte quand on le fait. C'est pour ça que quand on dit « moi, un homme ou une femme, je ne fais pas la différence, ça n'a aucune importance, ça ne me concerne pas », même pas vrai. Je suis d'accord, on ne le fait pas exprès, mais par contre, on le fait totalement involontairement. Qu'est-ce que ça produit dans l'échange social? Qu'est-ce que ça produit dans le quotidien de chacun? Ça, ce n'est pas mon propos, parce que je ne suis pas psychologue, je suis sociologue. Qu'est-ce que ça va produire à une échelle plus large? Et pour le sujet qui me préoccupe, les femmes dans le numérique, eh ben, c'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, bon, la part des femmes dans le numérique, il faut une loupe pour le voir. Hein. Voilà. C'est-à-dire, dans les métiers du numérique en général, c'est environ un tiers, hein, ça c'est pas si mal. Mais quand on descend plus précisément sur les métiers techniques et qu'on laisse tomber les métiers dits de support, le marketing, la RH, etc., ben, là, on tombe plutôt vers 15%. Et puis, à l'intérieur voilà, de ces 16% qui occupent réellement les fonctions techniques, on a 27% de codeuses, 12% de femmes dans l'IA, 10% d'étudiantes en IT. Bon, voilà, donc une loupe pour le voir. Est-ce que c'est une question de compétence? Est-ce que les femmes ont un cerveau rose et les hommes ont un cerveau bleu? Et que dans ce cerveau rose, il n'y a pas la place pour les maths, alors que chez les hommes, il n'y a pas la place pour le repassage, je suppose. Ce qui est un gain de place considérable. Hein, voilà. Alors, regardons les performances des filles et des garçons au bac. Du temps où il y avait un bac S, j'attends les dernières péripéties de la réforme du bac, mais du temps où il y avait un bac S, les mentions bien et très bien au bac S étaient tenues majoritairement par les femmes. Alors, pourquoi est-ce que les meilleurs élèves ne viennent pas en informatique? Je note l'argument. Ça peut se défendre. Financièrement, pas. Elles sont peut-être malines en termes d'épanouissement, mais en termes de carrière, pas génial. Parce que là, pour le coup, quand vous sortez d'une école d'informatique, vous ne cherchez pas du travail, vous regardez ce qui arrive. Voilà. Alors que quand vous sortez, par exemple, je ne sais pas moi, avec un master de sociologie, voilà. Donc finalement, la raison, c'est pourquoi est-ce que les élèves qui ont des mentions bien et très bien au bac S ne viennent pas en informatique? Parce que ce sont des femmes. Est-ce que c'est une vraie raison? Idée reçue numéro 1, il n'y a jamais eu de femmes en informatique, c'est comme ça, donc c'est pour ça qu'elles ne viennent pas. Ben si, il y en avait. Il y en avait, mais à une époque tout à fait particulière, et pas partout en informatique.
Elles étaient en programmation, parce que la programmation était sans valeur. C'est-à-dire, le prestige était dans le matériel, le hardware, comme les sciences dures, et pas dans le software, comme les sciences molles. Ces termes étaient genrés parce que la population était genrée. Aujourd'hui, ça n'a plus de sens, parce que dans le software, il y a une majorité d'hommes, mais les femmes étaient dans la programmation parce que la programmation s'inventait en la faisant. Le prestige, l'ingénierie, les études longues étaient dans la fabrication du matériel. Là, sur cette image, vous avez les programmeuses de l'ENIAC qui programmaient très très près de la machine. Ce n'est pas des standardistes, c'était des mathématiciennes qui programmaient cet ordinateur de 8 tonnes et avec des salaires très bas parce que, ma foi, la programmation n'avait pas de valeur. On ne formait pas dans les universités à la programmation. Et vous lisiez dans les journaux féminins des années 60 que la programmation, c'était un bon métier pour les femmes. Pourquoi c'était un bon métier pour les femmes? Alors certes, parce qu'il était sous-payé, mais pas que. C'était également un bon métier parce que ça se faisait avec des claviers. Donc, elles n'étaient pas dépaysées par rapport à la machine à écrire. Et puis, ce qu'on lisait, c'était que si une maîtresse de maison sait programmer un dîner, eh ben, elle sait programmer un ordinateur. Tout pareil. Nous pourrions discuter de la pertinence de l'argument, hein, mais le fait est, c'est ce qu'on lisait dans les magazines féminins. À côté, vous avez Margaret Hamilton, il y a un personnage Lego à son effigie. C'est la première personne à porter le titre d'ingénieur logiciel. Elle pose à côté du programme qu'elle a écrit avec son équipe pour poser le module Apollo sur la Lune. À partir de cette époque, le logiciel a pris de la valeur. La programmation, le développement, il y a eu des filières dans les universités, des diplômes prestigieux en programmation. Et comme ces universités étaient des universités de sciences et que dans ces universités, il y avait majoritairement des hommes, y compris parce que les femmes n'avaient pas forcément le droit de s'y inscrire, eh ben, cette population s'est considérablement masculinisée. Mais pas seulement, ça ne s'est pas que fait tout seul. Bon, alors, idée reçue numéro 2, ok, il y avait des femmes, mais elles sont parties. Parce que elles se sont dit, on va arrêter de gagner de l'argent, ça ne sert à rien, tout ça. Alors, ça, c'est l'ENIAC. En arrière-plan, il y a des femmes. C'est une photo normale de la mise en œuvre de l'ENIAC. Normale, sauf pour la personne qui pose devant, qui est là pour poser pour la photo. Parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, aux États-Unis, on a incité les femmes à venir dans tous les métiers occupés jusque-là par des hommes, dont l'ingénierie, dont ce métier émergent qui était l'informatique. Mais au retour de la guerre, ces vétérans, il fallait bien leur donner du boulot. Donc, cette image est devenue ceci. C'est devenu une plaquette pour l'armée américaine et on a incité ces femmes à laisser les emplois, devenir prof de maths pour les enfants du baby-boom qui n'allait pas tarder à naître. Donc, ce n'est pas qu'elles sont parties, c'est qu'on les a incitées à lâcher les emplois. Idée reçue numéro 3. Bon, en France, il n'y a pas eu de femmes en informatique. Si, ça, c'est des courbes pour... la courbe rouge, c'est la part des femmes dans les écoles d'ingénieurs depuis les années 70 jusqu'à... Alors, si on poursuit jusqu'en 2020, on n'a toujours pas atteint les 30%, on s'en approche, c'est plutôt une asymptote. Mais le fait est, on arrive vers 30%, et en bleu, c'est la part des femmes en informatique. C'est-à-dire qu'il y a une époque, on n'était pas très à la mode d'être une femme en école d'ingénieur, mais l'informatique était plutôt bien lotie. C'était même le deuxième métier le plus féminisé en école d'ingénieur, avec l'agroalimentaire. Aujourd'hui, c'est toujours l'agroalimentaire, mais c'est le métier le moins féminisé avec l'aéronautique. Il se passe quoi dans les années 80? Il se passe deux choses. La première chose, une montée en puissance des métiers de l'informatique, avec des discours politiques et institutionnels très forts. C'est l'emploi assuré, c'est l'avenir. La France doit entrer dans le 21e siècle avec sa jeunesse formée en informatique. Donc, une incitation très forte, mais plutôt en direction des garçons, premier salaire, chef de famille. On est dans les années 80, les femmes arrivent massivement sur le marché de l'emploi. Dans les années 90, ça commence à se tasser. Autre phénomène qui se passe à cette époque-là, l'arrivée du micro-ordinateur. Là, il se passe quoi avec ces micro-ordinateurs? Eh bien, ils arrivent dans les foyers, ils arrivent en entreprise. Alors, pas les mêmes, et on ne fait pas la même chose avec, on est bien d'accord, mais il se crée une fausse continuité qui donne l'impression que si tu fais des trucs avec ton micro-ordinateur et que tu aimes bien ça, avec tes potes geeks ou tes potes nerds, même si évidemment à l'époque on ne connaissait pas le terme,
tu ne seras pas dépaysé en entreprise, tu auras tes mêmes potes geeks, et puis tu feras des trucs sur micro-ordinateur. Ce sont les garçons qui sont équipés les premiers. La transformation, la représentation des métiers de l'informatique se transforme. Ce n'est plus des gros systèmes dans les administrations, dans les banques, dans les assurances pour des métiers du tertiaire. Ça devient des extensions de l'activité des geeks. Donc, arrivée du micro-ordinateur, montée en puissance du métier, transformation des représentations et de la population. Idée reçue numéro 4. Bon, bah, c'est fini, il n'y a plus de femmes dans la tech en Occident. Si on sort de l'Occident, ce n'est pas la même chose. Là, je vous emmène en Malaisie. En Malaisie, l'informatique, c'est un vrai métier de femme. Quand on regarde le pourcentage de professeurs d'université, de doctorantes, on se dit, tiens, serait-ce un paradis cyberféministe encore inconnu? C'est le titre de l'article des 2 Norvégiennes qui ont travaillé sur la Malaisie. Et non, en fait, ce qu'elles disent, c'est que les femmes vont en informatique parce que l'informatique est identifiée comme un vrai métier féminin. C'est un métier du tertiaire qui n'est ni dangereux ni salissant, qui ne nécessite pas de force physique, que l'on peut exercer de chez soi en gardant ses enfants ou ses parents âgés, typiquement un métier féminin. Ce n'est pas forcément les arguments que je voudrais mettre en avant pour attirer les filles en informatique, mais c'est pour vous dire que finalement, à quoi on reconnaît le sexe d'un métier? Au sexe des personnes qui l'exercent. Parce que si je vous parle d'un métier dangereux, salissant, où on travaille la nuit et les week-ends, où on ne compte pas ses heures, où on a de fortes responsabilités, c'est les soins infirmiers, évidemment, qui sont un vrai métier d'homme. Donc en fait, je triche, évidemment, quand je vous dis ça. Ce qui est emblématique pour nous, avec les métiers de l'informatique, c'est la dimension technique et les emplois, la carrière, le salaire. Et ce qui est emblématique dans le métier en soins infirmiers, c'est le fait que c'est un métier subalterne par rapport aux médecins et le soin aux autres. Mais toutes ces caractéristiques sont vraies pour autant. Donc, si la division sexuelle des métiers existe un peu partout, en fait, les métiers ne se sont pas représentés de la même manière. Donc, il n'y a pas de fatalité biologique. Finalement, je pense entre les Malaisiennes et les Européennes, le patrimoine génétique est partagé de la même manière. Alors, l'idée reçue numéro 5, une fois qu'on arrive à tout ça, c'est les femmes s'autocensurent. Elles n'osent pas. D'où ça nous vient une idée pareille? Alors, franchement, je me demande. Aucune idée. Ça va être Noël, hein, vous allez voir, c'est le bonheur de l'autocensure. Playmobil, alors vous n'arrivez pas à lire, mais je vous explique. Côté à l'attaque, vous apprenez que les chevaliers dragons vont attaquer le château du chevalier faucon et que ça va être l'aventure. Et à gauche, ça se termine par les nouvelles armoires sont arrivées, il y a même des montres. Nos amis arriveront-elles à s'habiller pour ce soir? C'est pas la même aventure. Hein. Ça, c'est le sol de ma pharmacie. Je m'ennuie à la pharmacie, je prends des photos sur le sol. Il s'agit de se brosser les dents quand on a 3 ans. Et qui se brosse les dents? Pauline la coquine, Wilfried le bolide, Timéo le super-héros, Colette la starlette. Dès 3 ans, avec des dentifrices différents. Parce que probablement la matière des dents n'est pas la même. Le salon de l'étudiant. Grandes écoles. Études des métiers d'avenir, santé sociale. Alors, si par hasard, les garçons et les filles n'ont pas compris leur orientation, on vous a mis des photos. D'où ça leur vient, cette autocensure aux filles? Vraiment, je ne sais pas. Et puis là en bas, ça c'est mon coup de cœur. Hein. De MapMonde. Alors, je ne sais pas ce que vous aviez quand vous étiez petit et petite. Je soupçonne que tout le monde ici avait la MapMonde garçon. Non, parce qu'en fait, à partir du moment où vous créez une MapMonde avec des océans roses et des terres roses foncées, bon, c'est idiot. Quand même, faut se souvenir. 2, même si vous faites ça pour attirer les filles vers la géographie, bon, bref, ça veut dire que l'autre, elle devient pour garçon quand vous en faites une déclinaison rose. Et c'est tout le problème de vouloir repeindre en rose la science, l'informatique, je ne sais pas quoi, pour attirer les filles. On est en train de dire, OK, les filles peuvent faire de la science, ma condition qu'il y ait des chatons, des licornes, des paillettes, que ce soit girly. Et donc, on aura créé la science pour filles, plus simple, plus partielle. Et la science deviendra la science garçon, hein, à l'instar de ces 2 MapMonde. Voilà, l'enfer pavé de bonnes intentions. Alors, on continue sur l'autocensure.
Tapez écolier ou écolière sur Google. La présence des masques prouve que mes slides sont récentes. Est-ce que Google est sexiste? Non, c'est pas là le souci. Google met en avant les gens qui payent pour que leurs photos montent devant. Derrière ces images-là, il y a des sites érotiques ou pornographiques monétisés, donc ils ont envie que leur image soit présentée plus tôt. Et de fait, quand les gens tapent écolière, un certain nombre de gens sont absolument ravis d'avoir ces images-là, et d'ailleurs, ils cliquent. Dans le sens commun écolière, enfin vous, je sais pas, mais moi, dans mon sens commun écolière, c'est pas ça. C'est des petites filles qui vont à l'école. Que pense une écolière qui tape le mot qui lui correspond sur Google et qui récupère ça? Quelle image on se fait de soi-même et de la place qu'on a dans la société? Voilà, d'où nous vient cette idée d'autocensure. Donc, ce n'est pas une autocensure à la base, même si ça produit des discours d'autocensure. Il y a une censure sociale qui se met en place. Un test de menace de stéréotypes qu'on peut faire à l'école, fin de primaire, début de collège. Vous proposez cette image-là et vous dites à une première classe, nous allons faire un test de géométrie, il faut recopier la figure. Et à une deuxième classe, nous allons faire un jeu de dessin, il faut recopier la figure. Et bien, quand les filles pensent faire un jeu de dessin, elles performent davantage que quand elles pensent faire un test de géométrie. Et inversement pour les garçons. Et en particulier, les garçons sont meilleurs que les filles quand ils pensent faire un test de géométrie. Et les filles sont bien meilleures que les garçons quand elles pensent faire un jeu de dessin. C'est évidemment la même tâche. C'est l'habillage de la tâche qui change. Et même si vous pensez que, évidemment, les filles n'ont pas de cerveau rose et les garçons n'ont pas de cerveau bleu, le fait d'activer un stéréotype qui existe dans la société que tout le monde connaît fait que les filles se sentent menacées par ce stéréotype. Et ça donne quoi plus tard? Eh bien, plus tard, ça donne pareil. Là, on a mis des étudiants et des étudiantes de maths dans une IRM. On leur a demandé de résoudre des équations. Et puis, à un moment, sur une équation au hasard, on dit, pour l'équation suivante, les résultats des hommes et des femmes sont différents. Différents. On ne dit pas qui réussit plus que l'autre. On n'a pas besoin, hein, tout le monde connaît le stéréotype. Et bien, quand on dit ça, il y a une différence de performance entre les hommes et les femmes qui n'existe pas avant. Et qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Ben, la zone du cerveau qui est en charge d'inhiber les émotions négatives s'allume. Ça ne marche pas bien. Et pendant qu'on est occupé à inhiber des émotions négatives, ben, on ne fait pas des maths. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Et surtout, combien j'ai encore de temps, vu qu'on a commencé un peu tard, je ne sais plus bien où j'en suis. Merci. Tout va bien alors, 15 minutes, c'est parfait. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on peut partir en pleurant, boire des bières et se dire qu'on est catastrophé devant la situation du monde. Ok, il y a toujours un moment sympa, mais après, on remonte ses manches. On va regarder d'où on part. Bon, ça, c'est un petit dessin que vous connaissez peut-être, lui ou ses clones, mais je l'ai un peu renommé, vous allez voir. Ça, parfois, on vous dit que ça, c'est l'égalité. Ben non, à l'évidence. Ça, c'est l'égalité des chances. C'est-à-dire, on dit à tous ces enfants, tu peux aller voir le match. Légalement, tu as le droit. Tu es autorisé à le faire. Quand l'école est devenue mixte, quand les écoles d'ingénieurs se sont ouvertes aux filles, quand on a estimé que vous soyez riche ou pauvre, vous pouviez atteindre le bac, bon, ben là, on a fait l'égalité des chances. Alors, mine de rien, c'est une révolution. C'est-à-dire que l'école n'a pas toujours fait l'égalité des chances. Hein. C'est même une invention de la moitié du XXe siècle. Et c'est super important. C'est-à-dire, si vous interdisez à une partie de ces enfants de venir voir le match, ben, il n'y a aucune chance qu'ils le voient, on est bien d'accord. Donc, l'égalité des chances, c'est vraiment la condition nécessaire, mais pas suffisante, parce que ce n'est pas parce qu'on dit à tout le monde, le match est là-bas, tu as le droit d'aller le voir, qu'ils vont le voir. En fait, on a une situation qui fait qu'il y en a qui ne le voient pas. Alors, pour payer le problème, on fait de l'équité. Alors, l'équité, on mesure la taille des inégalités et on compense. Et ça marche. Tout le monde voit le match. Mais ça pose des problèmes. Le premier problème, c'est qu'il y en a un à qui on a enlevé sa caisse. Il va dire, ah, pourquoi j'ai plus de caisse? Bah, tu vois le match. Ouais, mais quand même, avant, j'avais une caisse, c'était mieux. Oui, mais
Tu vois le match. Non, mais il n'y a pas de raison qu'on m'enlève ma caisse. Ouais, mais c'est pour le donner à celui qui ne voit pas le match. Ce n'est pas mon problème. Voilà. Ça peut faire naître des sentiments d'injustice, parce qu'en fait, on ne se rendait pas compte qu'on était debout sur une caisse depuis le début. On pensait que c'était normal, on l'avait toujours vu comme ça, et on ne voit pas pourquoi, parce que d'autres en ont besoin, on donnerait la sienne. Quelqu'un allait en chercher une autre. Autre problème, un jour on vous dit, ah là là là, il n'y a plus de budget pour les caisses. Bon, et puis en plus, depuis le temps qu'on leur donne des caisses, ils ne sont toujours pas capables d'être égaux. Mais on fait de l'assistanat, là. On n'aide personne. Bon, on n'a plus qu'une caisse. Bon, alors, le petit, il a du boule avec une seule caisse. De toute façon, c'est perdu. Hein, c'est mort, on ne va pas lui donner. On va juste la mettre au milieu parce que là, apparemment, ça marche quand même. En fait, vous comprenez bien que le problème, ce n'est pas avoir ou pas avoir de caisse. Le problème, c'est qu'il y a un mur. Plus de mur, plus de problème. On a toujours des enfants parfaitement différents. On a toujours un match qui se joue. Mais ce qui les rendait inégaux, c'était le mur. Ce n'est pas le fait qu'ils soient différents. Ils sont différents, c'est la vie. Si on enlève le mur, si on enlève la condition qui les rendait inégaux, ben, tout le monde voit le match. Si on arrête de donner des dentifrices à Pauline la coquine, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Si on arrête de leur dire que le sommet de l'aventure, c'est de savoir qu'on va s'habiller ce soir, etc., etc. Alors maintenant, vous allez me dire, ouais, je rêve. Je crois au Père Noël, au lapin de Pâques et toutes ces choses. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que chacun, au niveau de son organisation, on a un mur. Alors, on peut aller faire la révolution, ok. Mais moi, je parle surtout à des enseignants. Dans votre classe, il y a aussi un mur à abattre. Dans votre entreprise, il y a un mur à abattre. Dans votre groupe de travail, il y a un mur à abattre. À vous de l'identifier. Alors, moi, chez mes enseignants et mes enseignantes, je vois bien où il est. À vous de l'identifier. Et puis, commencer la révolution depuis chez vous. Alors, mesure contre l'autocensure, parce que ce n'est pas tout ça, bien sûr. Il y a une censure sociale qui produit in fine des discours d'autocensure. Effectivement, les femmes ont moins tendance à prendre la parole, à se mettre en avant, aussi parce que quand elles prennent la parole ou qu'elles se mettent en avant, des fois ça a un coût qui n'est pas neutre et qui n'est pas indépendant de leur sexe. Et donc, il y a cette autocensure qui existe, ces doutes dans sa compétence, ce que vous avez vu tout à l'heure sur le stéréotype, un sentiment de compétence qui est moindre, et il faut lutter contre ces postures et ces discours d'autocensure qui se construisent. Alors, vous avez un certain nombre de techniques dont vous avez peut-être entendu parler, lutter contre les stéréotypes, les rôles modèles très à la mode, du coaching, des bourses, des concours qui mettent les femmes et les filles en valeur. Le but de tout ça, c'est faire du rattrapage. C'est les caisses, vous voyez. C'est on prend acte qu'il y a une situation qui fait une censure sociale et on vient rattraper. Bon, je vais quand même dire un mot sur les rôles modèles. C'est-à-dire avoir des personnes inspirantes. Ok, c'est utile, ça porte. Ça ne suffit pas pour susciter des orientations. Ce n'est pas magique. Hein. C'est-à-dire que des personnes qui incarnent un métier dans lequel vous avez envie d'aller et qui vous ressemblent, oui, c'est un rôle modèle pour vous, ça vous porte. Il y a des personnes qui ne peuvent pas être des rôles modèles. Marie Curie, pour la physique, ce n'est pas un rôle modèle. C'est l'exception qui confirme la règle. Marie Curie, c'est 2 prix Nobel. Comment voulez-vous qu'une gamine de physique au collège dise plus tard Marie Curie? En plus, Marie Curie, elle est morte depuis longtemps. Comment vous voulez vous projeter dans Marie Curie? Une entreprise qui veut faire du gender washing, c'est-à-dire qui veut faire semblant de faire la promotion des femmes, elle va mettre des grands portraits de femmes mortes ou étrangères, sans voir qu'à l'intérieur, il y a des femmes de talent sous le plafond de verre. Voilà. Donc les rôles modèles, je ne dis pas que ça ne marche pas ou que ça ne sert à rien. Ça ne sert pas à tout. Et on peut très bien faire du gender washing avec. Bon, ce n'est pas ça qu'on va faire. Moi, je vais vous proposer d'abattre le mur, de lutter contre la censure sociale. Et donc, premièrement, c'est possible. Il y a un certain nombre d'écoles, alors, il y en a plus que ce que j'ai listé là, mais il y a un certain nombre d'écoles qui sont parties de 10%, 12%, 5% pour 42%, comme tout le monde, et qui se sont dit, c'est pas possible. On ne peut pas en rester là, on ne peut pas faire avec si peu. Et donc, on va un petit peu, on va changer les choses, on va abattre le mur. Et en quelques années, et j'insiste sur quelques années, genre pas beaucoup, et pas comme on me dit parfois, ouais, c'est l'espace d'une génération. Je suis trop vieille pour que ça marche avec moi.
Moi, il faudrait au moins l'espace de 2 générations pour que ça devienne crédible, mais non. À la vitesse à laquelle on va, peut-être que dans 800 ans, on aura quelque chose, quoi. Là, on peut faire quelque chose en quelques années, 3-4 ans. Carnegie Mellon, ils l'ont fait en 3 ans. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait à Carnegie Mellon? 3 étapes pour une stratégie d'inclusion. Il faut intéresser le public, intéresser des femmes, les recruter, et ensuite faire en sorte que la socialisation au sein de l'école ne leur donne pas envie de partir en courant. Alors, parmi les actions, celles qui sont vraiment intéressantes, d'en recruter. Ils se sont rendus compte qu'ils mettaient un poids considérable sur les compétences techniques préalables. Bon, c'est quoi les compétences techniques préalables quand vous sortez du bac, que vous rentrez dans une école d'ingénieur ou une école pour apprendre l'informatique? J'ai branché ma Livebox, j'ai fait une LAN party. C'est quand même, ça ne va pas forcément chercher loin. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? On va avoir 5 ans pour vous apprendre la technique. Est-ce qu'on a vraiment besoin que vous mettiez en avant des compétences techniques préalables? Alors que mettre aussi des compétences artistiques, organisationnelles, de bénévolat, sportives, pourquoi pas? Et aussi en tenir compte. Ce n'est pas le tout de dire on aime que les gens ont des profils diversifiés, mais finalement, on regarde s'ils ont fait un bac S avec maths option maths. C'est triché. Voilà. Dans Socialiser, ils ont donné des cours sur le genre à tout le monde, évidemment, aux garçons et aux filles. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, les garçons ont tendance à se dire ouais, mais quand même, elles sont favorisées. Pourquoi on les favorise autant? C'est pas juste. Pourquoi on m'a enlevé ma caisse? Bon, si vous faites un cours sur le genre, où vous expliquez que si vous voulez être en compétition à armes égales, il faut réellement être à armes égales. C'est-à-dire que ça, c'est un phénomène, ce sont des stratégies de rattrapage. Parce qu'en fait, quand vous démarrez sur la ligne de 100 mètres, les femmes, elles démarrent 200 mètres derrière. Voilà, c'est à ça que servent les cours sur le genre. À comprendre les rapports sociaux, comment ils se combinent, tant de sexe que d'ethnicité, qui expliquent pourquoi on se bat uniquement avec les gens de sa propre classe sociale, de sa propre origine, de son propre sexe. Et puis, plus de mise en lien avec la communauté pour rendre utile l'informatique. Et là, il s'est passé un phénomène très important. C'est que jusqu'à présent, classiquement, quand vous interrogez les garçons et les filles en informatique, les garçons vous disent « moi j'en fais parce que j'aime, ça me passionne, c'est génial, j'ai toujours aimé, je programme depuis que j'ai 4 ans ». Et les filles disent « ouais, c'est utile, ça me permet de voir toutes sortes de domaines, ça me permet de rendre à ma communauté, etc. » Discours très genré. Au bout d'un moment, à Carnegie Mellon, ils ont eu les mêmes réponses pour les garçons et les filles. Les filles osaient dire « j'aime, ça me passionne, c'est génial », sans avoir peur de l'image que ça allait porter sur elles. Et les garçons osaient dire « c'est utile, ça sert aux gens », sans avoir peur de perdre le feu sacré de l'informatique. Donc, si on sort de l'école, dans les organisations, il faut trouver des indicateurs, il faut savoir d'où on part. Compter les effectifs, compter les écarts de salaire, regarder qui a ou qui n'a pas de promotion, comparer les CV, analyser la communication interne et externe. Si je cite tout ça, c'est parce que je pourrais avoir des exemples pour chacun. Je me souviens avoir discuté avec une RH d'une grande ESN qui me disait ah, « chez nous, il n'y a aucun écart de salaire entre hommes et femmes ». Ok, d'accord, vérifions, mais peut-être. Hein. On fait la moyenne, elle dit, ah, vous voyez, même les femmes gagnent un petit peu plus. Toutes choses comparables, non, les femmes avaient plus d'ancienneté. Et puis ensuite, quand elle a comparé les salaires des responsables d'agences, entre 2 agences de 2 grandes villes de la région Rhône-Alpes, Lyon et Grenoble, qui avaient le même chiffre d'affaires, la chef de service de l'une des 2 gagnait un tiers de moins. Et elle ne l'avait jamais vu. Et alors moi, je sais que ce n'est pas une excuse, mais je la voyais désemparée. Je lui dis, elle a eu beaucoup d'enfants, même si je sais que ce n'est pas une excuse. Hein. Et elle me dit, non, elle n'en a pas. Et ce qui était énorme, c'est qu'elle était tellement sûre que son entreprise faisait bien le boulot, alors qu'elle avait les chiffres, hein, et qu'il a suffi d'un tableau Excel pour qu'on s'en rende compte, elle ne l'avait jamais vu. À l'université, on a fait des comparaisons de CV. On n'a jamais osé publier les résultats, parce que la CV équivalent, les postes n'étaient pas du tout équivalents. Et donc, une fois qu'on a mesuré tout ça, on voit où on n'est pas bon et on agit. Peut-être changer sa manière de recruter, dans sa manière de gérer les carrières, dans sa communication interne et externe, qu'est-ce qu'on met en avant. Et puis surtout, faut oser. Parce que toutes les mesures tièdes, cosmétiques et anecdotiques, on les a déjà toutes testées, elles ne marchent pas.
Maintenant, il va falloir essayer autre chose. Il ne faut pas avoir peur d'essayer autre chose. Il ne faut pas avoir peur d'essayer les quotas. Il ne faut pas avoir peur de faire des entreprises, des safe space. J'ai quasi fini. Ce n'est pas un vrai graphique, mais ça traduit pas mal une réalité. 82% des personnes dans le numérique n'ont jamais eu de problème de sexisme et 18% sont des femmes. Alors attention, hein, les hommes dans le numérique ne sont pas. Des fois, la presse me demande, mais est-ce qu'en informatique, c'est là où c'est le pire? Ah non, non. Alors, allez voir en médecine, hein, les femmes sont majoritaires et c'est largement pire. Non, non, c'est pas pire, pas du tout. Mais imaginez, je parle de ce que je connais, une promo. Genre, voyez, IUT, bac pro, licence pro. 6 filles, 100 étudiants. Si sur 100 étudiants, allez, il y a 10 mecs toxiques. Elles sont 6. 10 mecs toxiques. Ils n'ont que ça à faire. C'est temps plein. Dans une école de type licence pro à Genève, il y a 2 filles sur une promo de 40. Bon, ben, 2 filles sur une promo de 40, c'est 38 mecs. L'essentiel, c'est des gars sympas qui regrettent qu'il y ait si peu de filles. Il y a 2, 3 gros lourds, mais on les connaît. Et puis les autres sont plutôt sympas. Mais maintenant, si ces gars sympas, imaginez, ils fassent une plaisanterie sexiste par mois. C'est rien. Ça fait plus d'une par jour pour les filles. Ça agit continu. Et quand les filles disent, il y en a ras-le-bol, ouais, bah c'est bon, j'en ai fait une, quoi. Ouais, toi, tu n'en as fait qu'une, absolument. Et tous tes potes aussi, ils en font qu'une. Et donc, c'est ça qui devient insupportable. Faire de l'entreprise, faire de l'école un safe space. Les filles qui vont dans ces écoles me disent, le matin, je réfléchis à comment je m'habille. C'est-à-dire, selon la manière dont je vais m'habiller, ma journée sera différente. Alors, pas forcément désagréable, hein, mais différente. La fois où je mets des talons, la fois où je mets une jupe, ma journée ne se passera pas dans l'indifférence, ça c'est clair. Et je ne veux pas mettre une jupe parce que j'ai envie d'exciter tous les mecs de mon école, contrairement à ce qu'ils croient. J'ai envie de mettre une jupe parce que j'avais envie de mettre une jupe. Voilà. Et les mecs, quand ils partent le matin, ce n'est pas des questions qui se posent. Donc voilà, agir pour l'égalité, ce n'est pas simple, mais alors pourquoi on va le faire? Pourquoi augmenter la participation des femmes à la transition numérique? Ça marche très bien comme ça. Alors ça, c'est mon teaser. Comme j'ai plus de temps, sinon je serais bien restée. Vous pouvez acheter mon bouquin, il est sur la table là-bas. Mais sinon, plus intéressant, vous pouvez écouter le podcast Learning from Data, qui est un des podcasts de l'Université de Genève, où là, en l'occurrence, je parle des questions de genre et d'intelligence artificielle. Et là, vous verrez qu'une tête non mixte, elle marche moins bien. Je vous remercie. Alors ça, on ne l'a pas à l'université.